Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Robin Snag, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de la chaîne YouTube. Donc voilà, la chaîne YouTube est ouverte, donc je précise tout de suite, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche et dire si la vidéo vous a plu. Je mets ça tout de suite, comme ça c'est fait. On va parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu, qui est un film coréen, à savoir Ça tourne à Séoul ou Cobweb de Kim Ji-woon. Voilà, je tenais à parler de ce film parce que c'est un film déjà qui est passé à Cannes mais qui n'a pas fait trop de bruit. Mais c'est un film de Kim Ji-woon. Kim Ji-woon, en termes de réalisateur, c'est un réalisateur coréen qui est assez connu, qui est même connu mondialement, donc c'est pas n'importe qui. Et Kim Ji-woon, je connaissais pas forcément son travail, j'ai vu que son film Le Dernier Rempart, que je me suis rattrapé avant d'aller voir Ça tourne à Séoul. Le Dernier Rempart, en gros, c'est un film bourrin avec Schwarzenegger, qui est un film vraiment américain, mais ils ont appelé Kim Ji-woon à la réalisation. En gros, c'était en 2013, ça correspondait à l'époque où Kim Ji-woon est venu aux États-Unis pour tourner Le Dernier Rempart et où Bong Joon-ho est venu pour tourner Snowpiercer. Parce que Snowpiercer, avant d'être une série Netflix, c'est un film coréen, enfin un film américano-coréen, et avant c'est une BD française. Voilà, donc ça fait BD française, film américano-coréen, série américaine. Et donc, bref, ce nouveau Kim Ji-woon, il me tentait assez parce que c'est une comédie et on n'avait pas vu Kim Ji-woon faire de la comédie depuis Le Bon, la Brute et le Cinglé. Donc en gros, Le Bon, la Brute et le Cinglé, c'était sa parodie de western. C'est la parodie de Bon, la Brute et le Truand, mais en western coréen. Je l'ai pas vu en entier parce que faut savoir que Le Bon, la Brute et le Cinglé est un film qui fait 2h10. J'ai pas eu le temps de me taper 2h10 de Le Bon, la Brute et le Cinglé. J'ai vu que les 25-30 premières minutes, ce qui est assez court, mais j'avais adoré. Donc voilà, donc Kim Ji-woon, c'est un acteur qui est très connu pour ses débuts dans tout ce qu'il a fait années 90-2000. Et ensuite, il a fait, comme disait Le Bon à Bouter Cinglé, qui a été à Cannes et qui a eu une ovation à Cannes. Il a fait Le Dernier Rempart, qui a fait assez de bruit. Et ensuite, je sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait un film pour Netflix, Ilang, la Brigade des Loups, qui est plus sur Netflix, parce que je voulais voir Ilang, la Brigade des Loups, qui est un film assez sombre de science-fiction. Mais j'ai pas eu l'occasion de le voir, vu que Ilang, la Brigade des Loups, même si c'est un film original Netflix, a été supprimé de Netflix, vous ne pouvez plus le voir. Je comprends pas. Alors, faut peut-être mettre un VPN pour le voir. Moi, j'ai pas de VPN, donc je peux pas le voir. Mais voilà, sur Netflix France, il n'y a plus Ilang qui est disponible alors que c'est son film Netflix. Mais donc là, le distributeur The Jokers, qui est un distributeur qui distribue principalement des petits films et des films asiatiques, donc merci à The Jokers d'avoir distribué le film, distribue Ça tourne à Séoul, ou de titre original Cobweb, à savoir Dans la toile. Et donc il sort en France le 8 novembre, je l'ai vu, et donc qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est super. Je vous le dis direct, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Ça tourne à Séoul, va finir dans mon top 10 de l'année parce que là on est en novembre et donc je suis déjà en train de travailler sur mes top 10 et mes flop 10 de l'année. Je vous le dis tout de suite, Ça tourne à Séoul sera dans mon top 10 de l'année. C'est un film coup de cœur. Donc si j'ai un seul conseil à vous donner, allez voir Ça tourne à Séoul de Kim Ji-woon. Allez voir ce film, il est super. Soutenez ce genre de film parce que genre The Marvels, là le nouveau Marvel, j'irai pas voir. J'adore Marvel, je viens de me finir la saison 2 de Loki qui était excellente, vraiment, Loki saison 2 vraiment super, mais j'irai pas voir The Marvels, je n'irai pas voir ce film, je m'en fous de rien comprendre après. Mais voilà, j'ai préféré aller voir Saturne à Séoul, allez voir Saturne à Séoul, faites des bornes et des bornes pour aller le voir, parce que moi j'ai le cinéma de Saumur à côté de chez moi, mais il n'était pas au cinéma de Saumur, donc je suis allé à Tours pour le voir, allez à Tours, allez n'importe où, mais allez voir Saturne à Séoul, allez voir ce genre de cinéma, c'est très très bien. Donc le résumé pour faire simple, après avoir fait la petite promotion du film, c'est qu'on est en 1970 et on va suivre un réalisateur de cinéma qui a fait que des films de merde qui s'appelle Monsieur Kim, enfin à part son premier film qu'il a écrit entièrement mais qu'il n'a pas réalisé et après il a fait que des films de merde et là il a fini la production de son film mais il pense que c'est un film de merde. Donc au cours d'une petite sieste, il se dit qu'il va refaire la fin de son film pour en faire un chef-d'œuvre. Il dit que la fin peut vraiment tout changer. Et donc tu vas le suivre dans son studio pendant un jour. Il va refaire toute la fin de son film. Alors à la base, ça devait être sur 2 jours. Je sais pas pourquoi d'ailleurs le film se passe pendant une seule journée et pas 2 jours. Mais il va essayer de refaire en un seul jour toute la fin de son film. Il rappelle les acteurs principaux, il rappelle les figurants, il rappelle les maquilleurs, les caméramans, il rappelle tout le monde. Et surtout, il le fait dans le plus grand secret. Parce qu'il a réécrit la fin et il n'a pas eu les autorisations qu'il demandait. Parce qu'il faut savoir que dans les années 70, jusqu'à assez récemment en Corée, il y avait la censure. Et donc, en fait, en réécrivant son film, il a rajouté plus de violence et plus de sexe. Et donc, ça n'a pas été approuvé par le comité de la censure et par les producteurs. Mais la chef du studio, qui est une jeune qui a 25 ans, parce qu'en fait, la chef du studio, c'est la fille de la vraie chef du studio, mais la chef du studio, elle part au Japon, donc c'est sa fille qui prend le relais. Sa fille, elle a lu le scénario et elle a dit, Monsieur Kim, on va faire votre film, on s'en bat les couilles de l'autorisation, on va tourner ce putain de film.
Et donc voilà, donc pendant un jour, tu le suis qui va refaire la fin de son film. Et c'est un joyeux bordel entre les acteurs, l'équipe de production, les figurants qui font n'importe quoi. Tu vas suivre vraiment ce joyeux bordel où refaire la fin du film s'avère bien plus compliqué que prévu. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment un joyeux bordel parce que le scénario part dans tous les sens. Mais vraiment tous les sens. C'est alors Kim Ji-woon n'a pas écrit le scénario, c'est un autre mec qui a écrit le scénario, c'est un scénariste. Kim Ji-woon il a que réalisé. Mais le scénario est extrêmement bien écrit, vraiment c'est très bien écrit parce qu'il y a beaucoup d'humour, les personnages sont super bien écrits, euh, les retournements de situation à la fin, parce qu'il faut savoir que le film fait 2h12 et 2h12 c'est vraiment pas rien. Et du coup sur 2h12 tu t'ennuies un peu, parfois on y reviendra plus tard, mais 2h12, les 20 dernières minutes, t'as des retournements de situation, t'es comme ça, tu t'y attends pas, les retournements de situation c'est vraiment, c'est en fait ça, c'était ça la vérité, c'était ça qu'il avait mis en place. Voilà, donc les retournements de situation sont vraiment très bien écrits. Les personnages, l'humour, et même l'histoire en général est super bien écrit, mais ça s'éparpille trop. Et c'est le gros problème du film. Voilà, donc c'est parti, gros problème du film. Ça part dans tous les sens, on s'y retrouve pas. T'as 10 000 péripéties secondaires, t'as trop de personnages. Même si le fait qu'on ait trop de personnages, c'est un peu dérangeant au début, mais vers 1h20, 1h30 de film, même 1h10 en fait, on va commencer à se concentrer vraiment que sur le réalisateur et les acteurs principaux. Les autres personnages vont passer un peu inaperçus. C'est un peu dommage parce qu'on avait des personnages assez intéressants, mais ils vont commencer à passer un peu inaperçus. Donc voilà, en gros le scénario, j'ai pas grand chose à dire, il est bien écrit, il est bien monté le scénario et a vraiment des bons retournements de situation, des bonnes péripéties, mais ça part un peu dans tous les sens, quitte à t'y perdre. Pour vous dire, le film fait 2h12, je pense qu'on aurait pu couper facilement 15 minutes. Il y a 15-20 minutes en moins, ça aurait pas été dérangeant. Ça aurait déjà rendu le film plus dynamique, parce que le film est très dynamique au début, puis devient assez un peu lent pour redevenir dynamique vers la fin. Donc c'est vraiment dynamique, lent, un peu de redynamisme, pas trop. Donc voilà, le film aurait pu être clairement plus court, on aurait pu couper des scènes qui n'étaient pas forcément utiles, mais sinon ça passe plutôt bien. Voilà, l'histoire, tu rentres dedans assez facilement, moi je suis rentré dans l'histoire très facilement. Donc je pense que vous allez aussi, vous aussi, si vous aimez le cinéma, parce que c'est un film sur l'amour du cinéma, vous allez rentrer dans l'histoire assez facilement. Et je pense que Kim Ji-woon, pour ce film, il a dû voir Ne coupez pas. Alors, Ne coupez pas, ou One Cut of the Dead, c'est un film japonais qui est assez connu, qui sort en 2018, qui a droit à son remake, Coupé, de Michel Hazanavicius avec Romain Duris. Et personnellement, je préfère Coupé, le remake français, au film original japonais. Je n'aime pas vraiment Ne coupez pas, je sais pas, j'ai un problème avec ce film, je l'aime pas du tout, je trouve que la qualité d'image elle est dégueulasse, je le trouve pas forcément drôle, alors que Coupé de Hazanavicius, je le trouve justement parfait, très drôle, très bien rythmé. Et donc je pense que Kim Ji-woon a dû pas mal s'inspirer de Ne coupez pas. Alors je dis pas couper, c'est plus difficile à dire, Ne coupez pas, pour faire justement Saturne à Séoul. Parce que t'as quand même pas mal de similarités entre les deux films sur le fait que c'est un tournage bordélique. Parce que en fait, l'histoire de Ne coupez pas et de couper, c'est que c'est aussi un tournage bordélique qui vire un peu au cauchemar où on sait plus trop quoi faire. Mais là où c'est assez bien géré dans Ne coupez pas, dans Saturne à Séoul, c'est vraiment le bordel à la fin, quoi. Parce qu'à la fin, sans vouloir trop spoiler, on fera une section spoiler. Pour parler justement de la fin du film, je ferai une section spoiler. Mais pas forcément utile de parler de la fin, là ouais, vraiment on parlera en section spoiler. Mais il a dû vraiment s'inspirer de Ne coupez pas pour faire son Saturne à Séoul parce qu'il y a pas mal de similarités entre les deux films. Et là où Coupé, parce que moi je vais prendre l'exemple Coupé parce que j'ai pas aimé Ne coupez pas, mais j'ai adoré Coupé, j'ai adoré le remake, je trouve que le remake est meilleur que l'original. Là où Coupé était vraiment dynamique, très drôle, arrivait vraiment bien à gérer son histoire, ses scènes, et où il est vraiment une ligne droite, ça tourne à Séoul part un peu dans tous les sens. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Vraiment, c'est pas forcément une très bonne chose que ça tourne à Séoul parte dans tous les sens. C'est difficile de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de péripéties secondaires. Là où Coupé arrivait vraiment à faire la part il y a une péripétie, on va à une ligne droite. Là, il y a trop de péripéties secondaires, trop de personnages. Mais voilà. Donc à part le fait que ça part dans tous les sens, le scénario il est pas mal du tout, il est bien écrit, il y a quand même une fluidité dans l'écriture, les personnages sont super, l'humour est très très bien, on fera une section humour aussi. Bon, on va parler de la mise en scène maintenant. Côté mise en scène, Kim Ji-woon, c'est un génie. Il s'en sort très bien.
On retrouve les mêmes codes qu'il y avait dans le dernier rempart, parce que j'ai pas trop de souvenirs de Le Bon, la Brute et le Cinglé, parce que j'ai vu Le Bon, la Brute, enfin j'ai vu une partie, les 30 premières minutes de Le Bon, la Brute et le Cinglé il y a pas mal de temps. Alors que le dernier rempart, j'ai littéralement vu le vendredi après-midi. En fait, je suis allé voir Saturne à Séoul le samedi et j'ai vu le dernier rempart vendredi après-midi. Donc j'ai rattrapé un peu le style de Kim Ji-woon. Et Kim Ji-woon, il a un style assez particulier. C'est que dans le dernier rempart, comme dans Saturne à Séoul, ça commence par beaucoup de dynamisme. C'est-à-dire qu'on a un montage assez qui cut, assez découpé. Mais aussi, on a une caméra qui bouge tout le temps, qui fait des panoramiques, des travelling. Vraiment, assez dynamique, la caméra bouge tout le temps. Assez peu de caméra à l'épaule, beaucoup de steadicam. Donc steadicam, vous savez, la caméra qui a accroché à un harnais. Beaucoup de steadicam, assez peu de caméra à l'épaule. Et donc là, le style du dernier rempart se retrouve un peu dans Saturne à Séoul, avec quelques gimmicks, comme notamment les gros plans. Comme dans le dernier rempart où Saturne à Séoul, Kim Ji-woon fait beaucoup de gros plans sur les gens. Donc des gros plans, vous savez, c'est quand on cadre un personnage au niveau de la tête, comme ça. Et beaucoup de gros plans pour faire vraiment ressentir l'émotion des personnages, pour faire vraiment ressentir ce qu'ils ressentent, leurs émotions, leurs sentiments. Donc beaucoup de gros plans dans Saturne à Séoul comme dans le dernier rempart. Je suis obligé de comparer deux films parce que j'ai beaucoup plus de souvenirs du dernier rempart que j'ai vu récemment que Le Bon, la Brute et le Cinglé. Que je me souviens pas que dans Le Bon, la Brute et le Cinglé il y avait autant de gros plans d'ailleurs. On a aussi beaucoup de travelling compensé, donc vous avez un travelling compensé, c'était fait un peu bizarre qui fait que comment dire, comment décrire un travelling compensé? C'est assez compliqué. C'est en fait un travelling compensé, ça fait un effet de tu t'avances en dézoomant ou tu recules en zoomant. On retrouve cet effet-là dans Le Seigneur des Anneaux, apparemment avec le plan, vous savez, de la forêt qui fait un travelling compensé. Mais à la base, ça vient pas du Seigneur des Anneaux, ça vient d'un film d'Alfred Hitchcock, ça vient de Vertigo. Donc un vieux film d'Alfred Hitchcock, ça vient de là, le travelling compensé. Donc c'est cet effet. Dans la pub Apple, vous savez, la pub pour Apple, c'est celle-là. Voilà, c'est ça un travelling compensé, c'est vraiment cet effet d'un peu de profondeur, comme si à la fois on reculait et on zoomait en même temps. Et donc, ce qui est bizarre avec Kim Ji-woon, c'est qu'il fait des travelling compensés pendant que la caméra bouge. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, la caméra va faire un panoramique, un petit panoramique, et dans ce petit panoramique, il va y avoir un tout petit travelling compensé. Il fait un panneau, et dans le panneau, donc le panoramique, t'as un léger travelling compensé. Je sais pas vraiment que ça sert, parce que vraiment, il n'y a pas forcément d'intérêt à ça. Euh, Enfin, le travelling compensé, c'est utilisé pour donner une impression vraiment de profondeur et de un peu peur des personnages, et de vertige aussi. Mais là, il n'y a pas forcément de peur ou de vertige dans Saturne à Séoul comme dans le dernier rempart, donc c'est pas forcément utile. Donc voilà les gros plans, les travelling compensés, le montage assez cut. Mais dans Saturn à Séoul, on retrouve des nouveaux trucs de Kim Ji-woon. Il y a quelques plans séquences, même un des derniers plans de la fin, c'est un plan séquence qui dure au moins 3-4 bonnes minutes et qui est assez bien géré. Et beaucoup de plans fixes. T'as quelques plans fixes qui sont très beaux parce que l'image a une très belle colorimétrie. Je sais pas si on tourne à la pellicule, mais ça fait ressortir un peu grain pellicule, tu vois déjà dans la bande-annonce, mais tu le vois encore plus dans le film, il y a cette espèce de couleur un peu sombre, un peu poussiéreuse. Durant tout le film, tu as la couleur un peu poussiéreuse, un peu sombre qui fait penser que c'était tourné à la pellicule. Donc est-ce qu'il a tourné à la pellicule? Je pense que oui, je pense que c'est possible qu'il tourne à la pellicule. Ce qui n'est pas dérangeant, ça change rien, mais ça se remarque un petit peu. Et donc voilà, les plans fixes sont vraiment très très beaux. Tu as notamment un plan que je trouve magnifique. C'est un plan où Monsieur Kim, le réalisateur, et son acteur principal qui s'appelle Woo Si. J'ai retenu les prénoms pour le coup, j'ai retenu vraiment les prénoms des acteurs. Donc son acteur principal, son prénom dans le film, c'est Woo Si. Et du coup, Hoshi, je sais pas vraiment comment ça se dit, je parle pas coréen. Et du coup, t'as Monsieur Kim et Hoshi qui sont assis, et ils sont assis derrière un décor d'église. Et le banc derrière le décor d'église, en fait, il est juste en dessous d'un vitrail. Et donc, t'as un plan fixe où t'as Monsieur Kim du côté gauche et Hoshi assis du côté droit, qui sont séparés par le vitrail, où t'as Jésus, en fait, sur le vitrail. Et donc, je pense que ça veut signifier qu'en fait, il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous, en fait. Il y a toujours un patron, là du coup un producteur, une entité au-dessus de nous qui nous empêche de faire les choses, ou alors un symbole, parce que Jésus est une personne, mais c'est aussi un symbole. Donc voilà, ce plan était assez beau, puis ça les sépare vu que le vitrail fait un peu split screen, c'est-à-dire il sépare en deux à la fois l'acteur qui a ses propres problèmes parce qu'il est amoureux d'une actrice. Il est amoureux d'une actrice sur le plateau, c'est sa maîtresse, alors que l'acteur est marié. Tu vois, l'acteur est marié, mais il a une aventure
avec une actrice sur le plateau. Donc il est un peu séparé entre les sentiments qu'il a pour sa femme mariée et les sentiments qu'il a pour l'actrice. Et t'as Monsieur Kim qui rêve plus du tout à gérer le tournage, qui est complètement essoufflé. Donc t'as les deux qui sont essoufflés, en train vraiment de réfléchir et de chialer, qui sont séparés par Jésus. Et en plus le plan est sombre et t'as que Jésus dont le vitrail est éclairé. Donc ça passe assez bien. Pour le coup, les plans fixes sont assez jolis et les plans fixes ont aucune musique. Il n'y a pas beaucoup de musique dans le film pour le coup. La musique est très bien, il y a une bonne bande musicale et la musique est assez entraînante. J'aime beaucoup la bande musicale, mais les plans fixes ont pas de musique. Donc c'est vraiment pour renforcer l'aspect intimiste des personnages. C'est ce qu'avait fait un peu Takashi Miike dans Blood of the Immortal. Donc Blood of the Immortal, c'est un film Netflix, vous pouvez voir qui est aussi très bien. Et donc dans Blood of the Immortal, on passait à la fois de combats filmés caméra à l'épaule avec un super montage surdécoupé et des plans fixes qui durent 1-2 minutes qui sont hyper intimistes. Donc c'est un peu le même truc, c'est-à-dire qu'on va avoir le dynamisme vraiment des situations du tournage. Et quand les personnages sont plus posés, on a des plans fixes sans aucune musique qui durent plusieurs minutes. Donc voilà, pour le coup, il y a des très beaux plans. La réalisation, elle est hyper bien maîtrisée. Et surtout, en termes d'idées artistiques, il y a deux choses très intéressantes. Déjà, le film est tourné en format 1.66. Donc le 1.66, vous savez, au cinéma, il y a plusieurs ratios, donc format de l'image. Vous avez donc le ratio normal que vous voyez à la télé, c'est le 1.85 qui prend tout l'écran. Vous avez le cinémascope, donc ça c'est le 2.85, c'est quand il y a les bandes noires au-dessus et en dessous, c'est ce qu'on appelle le cinémascope. Et vous avez euh, et on a le 1.33. Et donc le 1.33, c'est le format carré, donc c'est le format des vieux films. Donc des très vieux films, c'est le 1.33, c'est le format carré. Mais il y a quelques films récents, comme par exemple le Justice League de Zack Snyder de 2021, qui est en format carré, ou le The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen. Donc, bah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, les frères Cohen sont séparés, donc maintenant ils font des films chacun de leur côté. Et donc le premier film de Joel Cohen tout seul, c'est Macbeth, qui est sur Apple TV, qui est très bien. Je vous conseille vraiment Macbeth, c'est super. Donc c'est en format carré et en noir et blanc. Et donc voilà, et donc il y a pas mal de films récents qui reviennent un peu vers cette optique format carré. Donc voilà, format carré, format des vieux films. Et donc là, on est sur du 1,66. Et le 1,66, c'est un petit rectangle. Petit rectangle, c'est-à-dire que, comment vous expliquer ça? Il y a des légères bandes noires sur le côté. Ça va pas se remarquer tout de suite, mais si vous regardez bien, c'est normal, en haut et en bas, mais vous avez des légères bandes noires sur le côté. C'est pas du carré, mais c'est du rectangle. C'est-à-dire que des très légères bandes noires sur le côté. Et c'est pour faire ressortir du coup l'aspect un peu ancien et plus resserré, le cadre plus intimiste. Voilà, donc déjà que le 1.33 c'est utilisé dans les films récents pour le côté intimiste, recentrer l'action. Et donc là le 1.66 c'est pour cette impression aussi de vieux film, mais cette impression aussi de recentrer un peu l'action. Donc ça marche assez bien parce que dès que j'ai remarqué le 1.66 j'étais en mode ah oui ok on resserre vraiment le truc. Et aussi, on voit des images du film qui tourne. Parce qu'en fait, le titre original, Cobweb dans la toile, c'est le film que tourne Monsieur Kim. Le film que tourne Monsieur Kim sur le plateau de tournage, il s'appelle Cobweb dans la toile. Ce Cobweb, ça veut dire dans la toile. Et donc, tu vois des scènes du film qui tourne dans le film que tu es en train de regarder. C'est un film dans le film en gros. Toi, tu es dans ta salle de cinéma, tu regardes le film, ça tourne à Séoul, et dans ça tourne à Séoul, il te passe des extraits du film que eux ils tournent, à savoir dans la toile. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. En gros, tu as des extraits du film dans le film qui sont en noir et blanc. Et ils ont vraiment essayé de refaire cette image des très vieux films avec grain de pellicule, même si c'est très propre, hein. Pour le coup, j'étais un peu impressionné parce que le grain de la pellicule sur le vieux film en noir et blanc se voyait pas forcément. J'avais même l'impression qu'à la fois c'était tourné avec une caméra normale, une caméra numérique. J'étais en mode, ah, c'est un peu bizarre ça. Mais vraiment, ce qui marche, c'est que ça reproduit le jeu un peu kitsch des acteurs, le surjeu des acteurs de l'époque, et le son. Tous les sons, genre les rochers qui tombent, les coups de couteau, le sang qui gicle. Bah oui, parce que le film qui tourne est un thriller, un polar noir. Pour le coup, ça ressort assez bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette impression de vieux son, vous savez, de son un peu étouffé, mais très ressorti quand même. Donc du son comme dans les très vieux films. Voilà. Vraiment, le film dans le film, Kim Ji-woon, il a tourné de façon à ce que ça fasse vraiment vieux film. À part pour le ratio. C'est-à-dire que normalement, le ratio devrait être de 1,33. Mais ils n'ont pas fait ratio 1,33, ils ont gardé le ratio 1,66, à savoir donc le film situation réelle et le film qui tourne dans le film. Donc, pas forcément logique, mais ok, on garde quand même, on dit rien. Donc voilà, côté mise en scène, il n'y a rien à dire, c'est hyper bien réalisé. Mais
ça, il y a un peu un creux, quoi, comme j'ai dit, il y a un peu un creux au milieu du film. Vraiment, c'est très dynamique au début, puis ensuite ça devient un peu plus creux, puis ensuite ça repart un peu dans le dynamisme, mais assez léger. Côté effets spéciaux, il y en a pas, numérique, il y en a pas vraiment beaucoup, à part le feu. Alors, t'as deux scènes en feu, en fait. T'as une première scène où il y a un mec qui brûle, on va y revenir, c'est par rapport au message du film. T'as un mec qui brûle, et le mec qui brûle, le feu est très bien fait. Et à la fin, quand le feu prend sur le plateau de tournage, quand le plateau, en fait, le studio prend feu, t'y crois pas 2 secondes, quoi. Je sais pas pourquoi dans les films asiatiques, alors pas tous, mais la plupart des films coréens ou japonais que je regarde, les effets spéciaux sont pas bien faits. Mais on sait ça. Enfin, on sait que quand tu vas voir un film asiatique, donc coréen ou japonais principalement, les effets spéciaux vont pas être de très bonne qualité. Donc là, le feu à la fin était pas forcément très bien fait parce que le plateau flambe à la fin du film. Il était pas réaliste du tout, c'était très mal fait. Mais du coup, le feu, quand le mec crame, est bien fait. Et après, le feu en effets spéciaux, c'est un truc très dur à faire par rapport au mouvement, à la couleur des flammes. Donc, je veux bien, voilà, il y a assez peu de films, à part des films à très gros budget, où le feu est assez réaliste. Mais voilà, sinon, le feu doit être l'un des seuls trucs numériques qu'il y a et passe pas super bien. Sinon, il n'y a pas forcément de soucis par rapport à ça. Donc par rapport à l'humour, alors l'humour marche super bien. Je me suis marré pendant toute la séance. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin, il y a vraiment un super humour. L'humour marche très 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 bien, je suis pas déçu, on est vraiment sur une comédie, une comédie satirique sur le monde du cinéma. Alors assez peu d'humour visuel, mais t'as beaucoup d'humour parlé en fait. Mais j'ai adoré, l'humour marchait vraiment très très bien, c'est une bonne comédie. Et même si c'est en sous-titré, parce que le film est dans toutes les salles, est projeté en coréen sous-titré et pas en français, il n'y a pas de traduction française, c'est que du coréen sous-titré. L'humour marche super bien, j'ai lu les trucs, je me suis marré. En fait, pour vous donner un exemple, alors humour un peu plus visuel, t'as un moment où t'as un des producteurs qui vient voir si tout se passe bien sur le film. Et producteur ou mec de la censure, c'est plutôt un mec de la censure, un mec qui bosse pour le ministère de la censure. Et du coup, le mec de la censure, la chef de studio, qui est jeune, qui a 25 ans, qui est une jeune chef de studio, qui l'amène dans le bureau et qui lui fait boire. Et du coup, en fait, ça commence d'abord par il monte dans le bureau, t'as un cut, tu vois le réalisateur qui dit j'espère que ça va bien se passer quand même. Recut, et t'as le mec de la censure et la chef de studio qui sont en train de se bourrer la gueule au bourbon. Ils boivent du bourbon de luxe. Et ils se bourrent la gueule au bourbon. C'est très drôle. T'as aussi un moment où il ligote des mecs. Bah justement, il ligote le mec de la censure et il ligote un acteur qui veut pas travailler mais qu'ils ont bourré aussi, complètement torché. Ça marche super bien. J'ai vraiment l'humour est très très drôle. Tu te marres pendant le film. L'humour marche bien, tu te marres beaucoup. Et je pense que le truc qui m'a le plus fait rire, c'est la déclaration d'amour de Mido. Alors Mido, c'est la chef de studio qui a 25 ans. Elle est amoureuse de Monsieur Kim. Elle le dit pas tout de suite. En fait, tu le comprends. Elle le dit à un moment, mais tu comprends direct qu'elle l'admire et qu'elle est amoureuse de lui. Situation, c'est que ça commence par un plan séquence où Monsieur Kim, il va engueuler des techniciens qui foutent rien. Et il arrive sur Mido. Et en fait, Mido doit remplacer une actrice parce que Mido veut être actrice pour s'attirer les faveurs de Monsieur Kim. Parce qu'elle est amoureuse de lui. Mido, elle est maquillée comme l'actrice principale qui elle ne bosse pas parce que l'actrice principale se repose et Mido prend sa place. Et Mido a dit Monsieur Kim, je vous admire tellement. Et là, Monsieur Kim, il lui dit mais arrête avec ton admiration, t'es chiante, allez, va sur le plateau. Et là, Mido il sort je vous aime, Monsieur Kim, je vous aime. Donc déclaration d'amour et Monsieur Kim il fait mais c'est pire, ferme ta gueule, va sur le plateau. C'est vraiment la déclaration d'amour où le mec est le plus je m'en bats les couilles du monde. Que ce soit au cinéma, dans les séries ou même dans la vraie vie de tous les jours, parce que j'ai vu des déclarations d'amour, je suis ado, j'ai assisté à des déclarations d'amour dans la vie de tous les jours. J'ai jamais vu une déclaration d'amour aussi je m'en bats les couilles. C'est-à-dire qu'elle lui dit je vous aime Monsieur Kim. Et Monsieur Kim, ouais, c'est bien, mais c'est pire en fait. L'amour c'est pire que ton admiration, ferme ta gueule, va sur le plateau. Tu te marres, tu peux que te marrer. Et on était quatre dans la salle, et on était quatre dans la salle à se marrer, oui. La salle était vraiment immense parce que c'était une salle de CGR, c'était au CGR centre de Tours, pas au de Lyon, mais au CGR du centre qui passe des plus petits films. La salle était immense, on était quatre dans la salle. Moi, une dame et un couple de vieux. Donc moi, la dame d'âge mûr, le couple de vieux. On était quatre et on est quatre, on s'est marré au même moment. On s'est marré quand Monsieur Kim il dit mais c'est pire, ferme ta gueule, va sur le plateau. L'humour marche super bien. Vraiment, l'humour marche très très bien. Vous allez vraiment rigoler devant ce film. Je vous conseille d'aller voir rien que pour l'humour. Voilà. Côté message. Alors le message du film,
Il y en a plusieurs. Déjà, le premier message, c'est le passage de flambeau, parce qu'en fait, quand je vous dis qu'il y a un mec qui brûle, c'est que Monsieur Kim, il va dans son bureau, parce qu'il a un bureau dans le studio, et quand il va dans son bureau, et que vraiment il casse tout son bureau, il pète son bureau, parce que il fait une crise, il en a marre, donc il envoie tout vinglinguer, les feuilles, les chaises, tout le bureau, et il voit son maître. Alors son maître, parce qu'en fait, Monsieur Kim, avant d'être réalisateur, il était assistant réalisateur. Voilà, il était assistant réalisateur. Et son maître est mort sur le film. Donc je dis son maître parce que c'est son mentor, en gros c'est son maître. Son maître s'appelait Lee Shin, je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est Maître Shin, ça c'est Maître Shin. Ils disent tous Maître Shin. Donc Maître Shin qui était un très grand réalisateur et Kim Ji-woon qui a toujours été dans son ombre. Enfin, pas Kim Ji-woon, mais Monsieur Kim. Oui. Alors Kim Ji-woon, en fait, il a appelé son personnage de réalisateur Kim pour que ce soit un peu son alter ego. Voilà, donc Kim Ji-woon réalise le film et le personnage principal, le réalisateur, s'appelle Monsieur Kim. Voilà, c'est une mise en abîme du réalisateur. Et donc, Monsieur Kim a toujours été dans l'ombre de Shin. Il a toujours voulu faire aussi bien, mais il n'a jamais réussi. Et donc, quand Monsieur Kim il pète les plombs et il pète son bureau, il voit une hallucination, enfin, il a une hallucination de Shin qui est assis en face de lui et qui lui fait tout un discours sur le fait que le cinéma c'est un grand art, que Kim il est capable de faire tout ce qu'il veut et il brûle. Pourquoi il brûle? Parce que Shin est mort dans un incendie. Voilà, Shin est mort dans un incendie sur un plateau de tournage il y a des années avant que Monsieur Kim devienne réalisateur. En fait, tu vois Shin qui pendant qu'il fait un discours à Monsieur Kim, il brûle. Et en fait, ça veut dire passage de flambeau, c'est-à-dire que Shin, il est mort il y a des années, mais le nouveau grand maître, ça peut être Monsieur Kim. Si Monsieur Kim va au bout du truc, Monsieur Kim peut être le nouveau Shin, le nouveau grand maître du cinéma coréen. Et donc le fait qu'il brûle, ça veut dire Shin, il veut dire regarde, je crame, je brûle, je suis mort, ne te soucie plus de moi, je n'existe plus. Il faut que ce soit toi qui devienne le nouveau grand maître du cinéma coréen. Il faut que tu marches plus dans mes pas, que tu traces ta propre voie, que tu deviennes le nouveau moi, mais encore plus grandiose. Vas-y, fais tes trucs. Et hop, il brûle. Donc l'hallucination brûle. Voilà, et donc je crois que tout ça c'est un monologue. D'ailleurs, l'acteur qui joue Shin, donc elle est là pendant un petit bout de temps, c'est Jong Woo-shun, qui est un acteur coréen qui est assez connu, qui est notamment joué dans le film Hunt. Alors j'ai vu Hunt, c'est un film coréen sorti cette année, qui a été à Cannes l'année dernière, en 2022. Et Hunt est un film que j'adore, vraiment c'est un très très bon film coréen. Regardez Hunt, il est sorti directement en DVD et en VOD. C'est dommage qu'il n'y ait pas de sortie de cinéma parce que ça aurait été vraiment cool pour Hunt une sortie cinéma. Mais voilà, je vous conseille vraiment de regarder Hunt et Jeon Woo-chun jouait dans justement Hunt. Il faisait un des deux personnages principaux. Et en plus, Hunt, le réalisateur et l'acteur principal de Hunt, c'est Lee Jung-jae, l'acteur principal de Squid Game. Voilà, l'acteur principal de Squid Game réalise et joue dans son film Hunt et Jung Woo-chun qui fait le deuxième acteur principal de Hunt. Donc jusqu'à ce que je vois ça tourne à Séoul, je considérais que Hunt était le meilleur film coréen de cette année parce que j'ai vu pas mal de cinéma coréen cette année. Donc pour moi, Saturne à Séoul est le meilleur film coréen de cette année. Voilà, je suis désolé de le dire, mais Saturne à Séoul a surpassé Hunt. Alors pas en termes de scénario, mais en termes d'humour et de mise en scène, ça le surpasse. Même si Hunt était très très bien, vraiment regardez Hunt. Hunt, c'est un super film coréen. En plus, c'est un film qui s'inspire d'événements historiques de la Corée. Regardez Hunt, mais pour moi, Saturne à Séoul dépasse Hunt. Donc pour moi, Saturne à Séoul est le nouveau meilleur film coréen de cette année. S'il n'y avait pas eu Saturne à Séoul, j'aurais peut-être mis Hunt dans mon top. J'aurais sûrement mis Hunt dans mon top en place 9 ou 10. Mais je pense que Saturne à Séoul va être en place 9 ou 10 dans mon top de cette année. Et donc, du coup, t'as John Woo-shun qui vient faire une apparition en tant que maître Shin. Et il joue super bien, il sort un monologue, mais vraiment un monologue puissant avec ses tripes. Il est un peu dans le surjeu, il est avec ses mains, vous voyez, comme ça, il se plie avec ses mains. Il a vraiment un jeu hyper expressif. Il avait déjà un jeu très expressif dans Hunt. Il joue très bien là-dedans aussi en acteur secondaire. Côté casting, tous les acteurs sont très bons. Vraiment, je trouve que tous les acteurs s'en sortent très très bien. Les acteurs femmes comme les acteurs hommes. Et mais vraiment l'acteur principal qui ressort c'est Song Kang-ho. Donc Song Kang-ho, vous l'avez vu dans pas mal de trucs. C'est vraiment un des acteurs qui a joué avec le plus de acteurs coréens. Il a joué pas mal avec Kim Ji-woon. Il a joué avec Bong Joon-ho. Il a joué dans plein de grosses productions. Vraiment Song Kang-ho, c'est THE acteur coréen très connu à suivre. Il est considéré comme un des plus grands acteurs coréens contemporains. Et Song Kang-ho qui joue Monsieur Kim, il livre une performance de dingue. En plus, il est ultra maquillé. Il a les cheveux longs un peu crades. Il a une barbe de 3-4 jours.
Il est pas forcément beau. Il est élégant parce qu'il a un long manteau et à un moment il a une belle veste rouge, donc il est assez élégant. Mais voilà, il joue très très bien son Kang-ho, il est magistral, c'est le meilleur acteur du film. Tous les autres acteurs jouent bien. Crystal Young qui joue Yuri m'a joué bien aussi. Donc Crystal Young c'est une chanteuse, elle n'est pas forcément actrice à la base, elle est chanteuse coréenne, je crois qu'elle fait de la K-pop. Et donc là elle jouait assez bien le personnage de Yurim. Donc Yurim c'est l'actrice principale du film que tourne Monsieur Kim. Et elle joue assez bien. Je trouve que pour le coup ça passait très très bien. Donc tous les acteurs, hommes comme femmes, se valent. Et j'ai adoré un truc, c'est excellent, mais qui est pas logique aussi, c'est par rapport du coup, on en revient au scénario qui part dans tous les sens. C'est que il y a deux personnages qui se prennent pour des détectives. Surtout un seul en fait. C'est un duo, mais t'as un seul personnage, un figurant, qui joue un figurant policier détective. Il joue un vrai détective. C'est-à-dire que sur le plateau, il va enquêter sur les histoires d'amour entre les comédiens, sur les trucs de production, et donc il a un vraiment petit carnet avec des notes. Il est dans son costume, il a genre un faux carnet avec un faux stylo, mais il prend quand même des notes. En fait, c'est un figurant qui joue en détective, qui fait vraiment détective sur le plateau. Et il s'y croit trop vraiment, et ça c'est marrant aussi. Le coup du détective, c'est très marrant. Autre aspect de l'humour, t'as un moment où t'as le chef du ministère de la Censure, mais vraiment le grand chef, qui arrive sur le plateau et qui fait il est où le réalisateur que je le tape? Et là, ça passe du visage du mec de la censure au plan sur Monsieur Kim, et t'as Monsieur Kim qui se barre. Et t'as vraiment Monsieur Kim qui se barre dans le plateau parce que les studios sont très grands. Je pensais que je voyais le décor un peu petit, mais en fait, quand t'as plusieurs plans d'ensemble, tu vois que le décor studio cinéma est très 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 grand, très élargi. Et donc voir le plan sur le chef du ministère de la censure qui est en mode je vais le taper ce réalisateur. Et ça tourne panoramique, t'as plan sur Monsieur Kim qui se barre en courant très maladroitement, en plus en courant un peu comme ça. C'était très drôle, j'ai bien aimé pour le coup. Et pour en venir au message, deuxième message du film, l'avidité. C'est dit alors dans le film, donc dans le film, dans la toile, qui est donc le film que tourne le réalisateur, c'est dit à un moment on fait tout par avidité, on fait tout pour l'argent. Donc l'avidité c'est le fait de vouloir de l'argent. Voilà, donc là vous savez que la cupidité c'est le fait d'aimer l'argent, genre Picsou il est cupide, et Picsou de Disney est très cupide, et aussi avide, vu que Picsou il est cupide, il aime l'argent, il veut de l'argent. Avide c'est le fait de vouloir de l'argent. Enfin, l'avidité en tout cas c'est le fait de vouloir de l'argent, et dans le film ils te disent on fait tout par avidité, ce qui est un message en fait dans la vie de tous les jours, où en fait dans la vie de tous les jours on fait tout par avidité d'argent quoi. Genre c'est logique, on va pas rien n'est gratuit, on rend pas un service si on n'a pas un service en échange, on va pas à un travail s'il n'y a pas un salaire, on va pas au lycée si pour les évaluations on n'a pas des bonnes notes, on fait tout par avidité, que ce soit par avidité d'argent ou alors avidité de service ou d'autres choses qui peuvent nous plaire. On fait tout par avidité. Il n'y a jamais rien qui est gratuit. Même si on dit l'amitié c'est gratuit. Non les mecs, quand t'es ami avec quelqu'un et que par exemple tu aides ce quelqu'un, t'attends à ce que cet ami te rende service et t'aide en retour. Il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. On fait tout par attente de quelque chose pour avoir quelque chose. Donc le message on fait tout par avidité est vrai. Comme je dis, on va au lycée pour avoir des bonnes notes et donc pour faire des études, donc que ce soit gratifiant. On apporte de l'aide aux autres pour être gratifié, pour que ce soit gratifiant pour nous. On, on va au boulot pour avoir un salaire. On fait des études pour avoir un métier. Ou même encore, on participe à un concours pour gagner de l'argent. On participerait pas au concours s'il n'y avait pas de l'argent en jeu. On fait tout par avidité, que ce soit pour avidité d'argent ou avidité d'autre chose. On est tous avides de quelque chose. Et le film arrive très très bien à retranscrire ce message de on fait tout par avidité. Mais je crois que Monsieur Kim, alors Monsieur Kim, il précise pas sa situation financière, mais au début, quand tu le vois chez lui, tu devines qu'il est assez pauvre, que Monsieur Kim n'a pas beaucoup d'argent. Et le fait qu'il arrive sur le plateau, et à partir du moment où il y a le premier message, le passage de flambeau avec l'hallucination de Maître Chine, Monsieur Kim, il fait par avide d'être reconnu en fait. Il est avide de reconnaissance, il veut être reconnu comme un grand maître de cinéma coréen, un grand réalisateur. Donc le message passe très bien en fait. Donc deux messages, le passage de flambeau, on a un modèle, mais quand on a un modèle, il faut surpasser le modèle. C'est mon meilleur ami, d'ailleurs coucou à mon meilleur ami qui m'a dit ça un jour, c'était que quand on a un modèle, faut le dépasser, faut aller au-delà du modèle. On fait tout par avidité et il faut dépasser son modèle. C'est les deux grandes choses. Alors, on fait tout par avidité, c'est pas forcément un message parce que c'est un peu une évidence. On fait tout pour avoir des choses, pour avoir de l'argent, de la reconnaissance, de la gratification et aussi le passage de flambeau. Quand on a un modèle, il faut surpasser il faut aller jusqu'à son objectif, il faut aller même plus loin que l'objectif. Donc voilà, les deux messages passent très très bien.
Donc Kim Ji-woon réussit à faire passer des messages. Parce que là, dans le dernier rempart, t'as pas de message. Dans le dernier rempart, c'est vraiment un film d'action bourrin sans prise de tête, avec un scénario complètement con. Là, le scénario, il est assez profond, il veut te faire comprendre l'avidité des personnages. Et t'as les acteurs qui parlent d'argent, parce que les acteurs et les actrices sur le tournage du film se comportent comme des connards. Ils arrivent, ils sont escortés par leurs assistants de production, ils sont bien habillés, costumes, belles robes et tout ce que tu veux. Ils arrivent hyper colorés parce que contrairement aux techniciens et aux assistants réalisateurs, les caméramans et même Monsieur Kim qui sont habillés simplement et modestement, les acteurs et actrices ils arrivent en belles robes bien colorées, beaux costumes à carreaux, tu vois, vraiment un truc très classe, et ils prennent un peu tout le monde pour des cons. Voilà, ils prennent un peu tout le monde au rabais vraiment pour des cons. Et donc ça tombe bien aussi un peu le monde du cinéma, des grands acteurs qui se comportent comme des divas. C'est un peu aussi le problème du film, ça parle pas assez des petites mains du cinéma. C'est-à-dire que contrairement à Coupé de Michel Hazanavicius, qui abordait vraiment tous les points du cinéma, que ce soit les caméramans, les maquilleurs, le musicien, les acteurs secondaires, les monteurs, là, Saturne à Séoul se concentre sur le réalisateur, les producteurs, les acteurs principaux. Ça va pas au-delà. Un petit peu dommage là-dessus. Un peu les figurants, mais très légèrement les figurants, parce que figurant est un métier à part entière. Faut le savoir. Figurant dans le cinéma actuel est un métier à part entière. Des gens, ils ont un salaire parce qu'ils sont figurants dans des films. Donc ça s'intéresse un peu aux figurants, mais figurants assez à la va-vite, quoi, parce que t'as les figurants qui arrivent sur le plateau, et t'as littéralement l'assistant réalisateur qui leur dit enfilez un costume, si ça vous va pas, on vous enfile pas un nouveau, échangez avec quelqu'un d'autre qui a pas la bonne taille. Voilà quoi, tu vois, c'est... Donc vraiment, ça s'intéresse pas assez aux petites mains du cinéma. Donc un peu déçu par rapport à ça. On va passer en section spoiler. Donc, spoiler sur le film. Donc la fin du film a plusieurs retournements de situation. Notamment, on apprend que, en fait, la chef de studio, alors pas la jeune Mido, mais la mère de Mido, parce que la mère de Mido était la femme de Maître Shin. Voilà, donc Mido, c'est la fille de Maître Shin. Donc, quand Maître Shin est mort, en fait, sa femme, pour Madame Baek, je crois qu'il s'appelle comme ça, Madame Baek, pour récupérer le studio, elle est allée directement pendant que le plateau cramait et que son mari mourait, récupérer l'argent dans le coffre-fort, et comme elle est devenue très riche, elle est devenue la chef du studio et la grande productrice. Et Monsieur Kim, au lieu d'aider Maître Shin à s'en sortir du feu, il est allé dans le bureau en même temps que Madame Baek, mais pour récupérer le scénario d'un film et dire qu'il l'avait écrit. Alors qu'en fait, il n'a pas écrit le scénario en fait, le film de Maître Shin, qui est considéré, ils en parlent parfois, qui est considéré comme un chef-d'œuvre, euh, que Monsieur Kim se vante de l'avoir écrit. Il n'a pas écrit le scénario, il a récupéré le scénario pendant que Maître Shin mourait, il a mis son nom dessus. Donc voilà, ça te montre aussi de comment Monsieur Kim et Madame Beck en sont arrivés à leur succès. C'est sur la mort de Maître Shin et tu t'y attends pas. Vraiment, ce retournement, je m'y attendais pas du tout. Mais pas du tout. Le twist est hyper bien géré. Les deux se voient parce que dans le flashback, t'as pendant que Madame Beck part avec l'argent, Monsieur Kim il part avec le scénario, ils se croisent tous les deux, ils croisent leurs regards, donc gros plan sur leurs yeux qui se croisent, et ils sont en mode on a compris, on va avoir du succès, on ferme notre gueule sur notre succès. Voilà, c'est littéralement ça le truc. C'est que tout le monde est un peu connard et qu'ils ont profité de la mort, lui de son mentor et elle de son mari, pour justement avoir du succès. Donc le retournement, je ne m'attendais pas du tout, et il est assez bien géré. Si Yuri elle est enceinte, c'est pour ça que Mido doit la remplacer parce que Yuri elle se repose parce qu'elle est enceinte. Et t'as Houssi, il est amoureux d'Yuri parce qu'il est persuadé être le père de l'enfant et c'est pas le père de l'enfant. T'as Yuri elle lui dit c'est pas toi le père. Et elle lui dit à la fin c'est pas toi le père. Et c'est là que Houssi il va aller s'asseoir avec Kim et qu'ils vont chialer ensemble. Voilà, et le retournement de c'est pas toi le père, tu t'y attends pas, pareil. Le retournement c'est pas toi le père, tu t'y attends pas, t'es en mode waouh, ça vient comme ça quoi. Donc voilà, le retournement de situation aussi est là bien amené, bien géré. C'est assez brutal, mais le fait que ce soit brutal, ça rajoute de l'humour. Ouais, tu te marres et t'es choqué en même temps. Donc voilà, pour le coup, les retournements de situation sont vraiment super. T'as un élément humoristique par rapport au décor, parce qu'en fait, les deux mecs qu'ils ont ligoté, un acteur qui voulait pas jouer et le chef de production qui était bourré, ils les ont attachés, ils les ont mis en haut du décor. Du coup, pendant que le décor crame, t'as eux qui sont en train de cramer aussi. Alors, ils sont vivants à la fin, ils s'en sortent, mais t'as eux qui se réveillent, ils sont en mode
ils peuvent pas se défaire, ils sont ligotés, et t'as le décor qui crame, c'est très marrant aussi. Donc t'as Monsieur Kim qui a vécu un très mauvais tournage, et t'as aussi Madame Baek qui l'a menacé aussi de si jamais ils foirent le tournage, ou alors qu'ils sont découverts sur le fait que c'était un tournage illégal, que Madame Baek révèle tout le succès de Monsieur Kim, que c'est pas lui qui a écrit le scénario du premier film. Donc encore un discours sur le mensonge, l'usurpation d'identité. Donc voilà, encore un autre petit message sur le mensonge et jusqu'où on est prêt à aller pour avoir du succès. Fin des spoilers. Donc voilà pour ce qui était de mon avis sur Saturn à Séoul de Kim Ji-woon. Ça reste un très bon film, vraiment, je vous conseille de le voir. C'est peut-être pas son meilleur, après j'ai pas vu ses autres films. J'ai pas vu en entier Le Bon, la Brute et le Cinglé, je crois que c'est son meilleur. J'ai vu en entier Le Dernier Rempart, mais bon, Le Dernier Rempart c'est un film d'action bourrin qui a pas vraiment de message et qui est pas forcément prise de tête, donc c'est pas son meilleur, donc c'est clairement pas son meilleur film. Donc voilà, je pense que là Saturn à Séoul, pour le coup, il va être dans les meilleurs films que j'ai vu de l'année parce qu'il va être dans mon top 10, c'est obligé. Et c'est un très bon film coréen, c'est vraiment le meilleur film coréen de l'année, c'est un des meilleurs films coréens que j'ai vu. Donc est-ce que je vous conseille Saturn à Séoul de Kim Ji-woon? Oui, je vous conseille Saturn à Séoul de Kim Ji-woon, c'est un très bon film qui devrait vous occuper pendant 2h12, même s'il a ses défauts, il y a vraiment pas mal de défauts, mais l'humour marche bien, le scénario est bien écrit, les retournements de situation sont extrêmement bien amenés. Voilà. Donc je vous conseille Saturn à Séoul. Sur ce, prenez soin de vous, regardez des films et des séries comme pas permis, puis à plus.